Bienvenue à l'atelier Comment augmenter les leviers du bonheur dans le travail, la vie. Bienvenue et merci d'être là parce que moi, mon plaisir, c'est de vous présenter mes démarches et mes réflexions et que nous puissions avancer ensemble. Donc, nous sommes actuellement au plan. Je vais me présenter, puis ma formation. Qu'est-ce que c'est que la Gestalt? La méthode, les limites. Et nous ferons le tableau avec un état des lieux, mettre un ordre d'importance, le regard intérieur, le regard extérieur, le regard émotionnel, puis des solutions pratiques et pragmatiques. Comment trouver du soutien pour faire tenir cela plus longtemps, et nous échangerons sur la thérapie et nous discuterons ensemble. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute. Mon cabinet est à Paris 9e ou sur Zoom pour toute personne qui est en province. Ma formation, je suis donc diplômé de l'IFAS, qui est l'école humaniste de Gestalt. C'est une formation en 3 ans plus 2 et qui permet de professionnaliser cette écoute. Si vous avez des qualités et souvent on vous dit « mais toi, tu es vraiment soignant, tu es un bon thérapeute, merci de m'avoir apporté de bonnes solutions », eh bien, je vous propose de venir faire cette formation qui vous permettra en fait de développer vos qualités empathiques en des qualités professionnelles. Qu'est-ce que c'est que la Gestalt? En fait, la Gestalt est un terme allemand pour dire le mouvement dans la vie, le cadre et de la vie. En fait, comme vous voyez, nous sommes dans un atelier qui va durer 1h30. Ce sont les limites, le cadre, et nous allons vivre ensemble un moment où il va y avoir des émotions, des actions et des valeurs exprimées. Et donc, en fait, quand on vient en thérapie Gestalt, eh bien, on vient expliquer ce que l'on vit, comment on le vit, quelles sont les actions que l'on vit et prendre conscience de ce qui se passe dans son quotidien. En prenant conscience, souvent, il y a des émotions qui apparaissent et on va les accueillir avec bienveillance parce qu'il y a les émotions de tristesse comme il y a les émotions de colère, mais toutes sont utiles puisqu'elles servent de messagers à ce qui se passe en nous. Et derrière ces messagers, on va prendre le temps d'écouter en fait quelles sont ces valeurs, pourquoi on pense cela, et en conscience, on va petit à petit changer nos actions pour pouvoir vivre les émotions et les valeurs que l'on veut vivre dans sa vie. Et en changeant son action, sa relation à soi-même et sa relation aux autres, eh bien, on va changer sa vie et transformer son entourage. Parce que les gens qui ont envie de vivre les mêmes émotions et les mêmes valeurs que vous auront encore plus envie de partager cela avec vous. Et ceux qui ne pourront plus jouer leur système toxique avec vous, eh bien, iront chercher ailleurs une autre personne pour vivre ce système toxique. Hop. Alors, on va couper le... Hop, voilà. Parfait. Et donc, la démarche, je vais vous présenter chaque étape. Je vais vous laisser créer pendant 3 minutes et puis nous échangerons par des questions. Donc, je vous proposerai de poser vos questions dans la partie discuter, converser de Zoom. Pour certaines personnes, vous avez peut-être fait déjà cet exercice ou un exercice similaire. Eh bien, je vous propose de le faire comme si c'était une page blanche parce que vous n'êtes plus la même personne qui avait fait cet exercice la dernière fois. Vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle situation, de nouvelles émotions et de nouvelles valeurs. Eh bien, cet exercice va vous permettre d'affiner votre démarche. Donc, mettez-vous bien à l'aise, nous allons nous lancer. Donc, le tableau. Le tableau que je vous ai envoyé par mail et que je vous remets dans la partie discuter que vous pouvez retrouver. Donc, quels sont les 8 leviers du bonheur? En fait, on les sépare en 2. Le premier, c'est la reconnaissance extérieure avec le regard extérieur. Puis le deuxième, c'est le regard intérieur, que l'on parte sur ce que l'on fait. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite de faire un état des lieux. Donc, de prendre la première colonne et de cocher tout ce que vous avez déjà ou pas. Donc, est-ce que, par exemple, vous avez la reconnaissance de vos supérieurs? Est-ce que votre manager ou votre directeur vous connaît
sait ce que vous faites? Est-ce qu'il apprécie votre travail? Est-ce qu'il vous le dit? Si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, vous cochez. Est-ce que vous avez la reconnaissance de vos équipes, c'est-à-dire des personnes au même niveau que vous ou en dessous de vous et qui ont le plaisir ou la sécurité ou la confiance et qui vous le dites? Je vous propose de cocher ou pas si vous avez ça. Puis après, de voir pour vos clients. Est-ce que vos clients savent et ont le plaisir de savoir pourquoi vous faites ça pour vous et le disent? Et bien sûr aussi, la reconnaissance de vos amis ou de votre famille. Vous savez, dans certaines familles, on est très fier que le fils soit médecin, ou le fils soit avocat, ou la fille soit avocat. Et donc vraiment, je vous propose de savoir, de cocher, de savoir si vous avez eu ça. Et bien sûr, oui, Cynthia, on peut très bien se passer, basé sur sa dernière expérience, si vous n'êtes plus en situation professionnelle, ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voudrez pour la prochaine fois, pour votre prochain poste. Donc, vous voyez qu'en fait, ça, c'est tout votre environnement supérieur, les managers, les équipes autour de vous, vos clients et votre famille. Est-ce que vous avez la fierté d'exprimer ce que vous faites à votre famille et qu'elle soit fière de ce que vous faites? Après, il y a l'intérêt, la volonté d'agir dans vos projets. Est-ce que vous avez le pouvoir d'agir dans vos projets? Est-ce que vous avez le pouvoir d'organiser ou d'influencer vos projets? Et en fait, vous voyez que là, c'est une question de savoir quel est votre espace de liberté de vous par rapport à vous-même. Deuxième point, est-ce que il y a aussi le côté, les perspectives d'avenir ou l'évolution dans votre vie? Est-ce que grâce à votre poste, vous savez quel poste vous pourrez avoir après? Et le septième, c'est trouver l'équilibre entre une qualité de vie professionnelle et personnelle. Vraiment, c'est est-ce que le travail prend trop de temps et est-ce que il vous bloque ou pas? Et le huitième, bien sûr, c'est le salaire, l'argent. Donc, est-ce que vous êtes payé assez par rapport à ce que vous estimez valoir? Et est-ce que, en ce moment, c'est compliqué dans une crise, mais en même temps, est-ce que vous avez le salaire qui vous suffit? Et donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant vous avez coché ou pas les points, eh bien que vous fassiez l'addition. Si vous n'avez que 1 à 3 des 8 points, eh bien vous êtes à la limite du burn-out ou du bore-out. Vraiment, c'est vraiment bas, c'est peu et il faut réagir très vite pour ne pas subir plus longtemps. Si vous avez entre 3 et 5, voire 6, c'est OK. Là, c'est la moyenne des gens, c'est plus ou moins bien et on va voir si sur certains points, on peut les améliorer. Si vous avez entre 5 et 7, là, ne changez rien, vous êtes à la bonne place et on va voir si dans les 3 derniers ou le dernier, vous ne pourriez pas augmenter ou sur ceux que vous avez déjà, on ne pourrait pas augmenter. Si vous avez les 8, là, j'ai besoin de vous serrer la main car c'est très difficile d'avoir les 8. Il y a toujours un moment où il y a une friction. Donc, maintenant, ce que je vous propose, quand vous avez de 1 à 8, eh bien, vous allez numéroter par ordre d'importance. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que, par exemple, c'est d'avoir de la liberté d'agir dans vos projets? Est-ce que c'est d'avoir le regard de vos équipes? Est-ce que c'est le salaire ou l'argent? Je vous propose de cocher et de donner de 1 à 8, qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
Et si il y en a où vous mettez l'un au-dessus de l'autre, ou que vous avez envie de donner la même valeur, eh bien, prenez 2 minutes de respiration et dites, tiens, en fait, entre les deux, quel est celui spontanément que je valorise? Est-ce que vous avez des questions pour ces 2 premières colonnes? Je vous laisse y répondre. Pendant ce temps, ceux qui ont des questions pourront les poser. Alors, quand on est entrepreneur, comment traiter les supérieurs? En fait, les supérieurs, vous n'en avez pas, mais vous pouvez aller chercher d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aller chercher des groupes de soutien. Vous pouvez aller avoir organiser des groupes de travail. Et en fait, les supérieurs ne sont pas des supérieurs, mais ce sont des personnes qui vont avoir le plaisir de vous soutenir et de vous faire des retours constructifs sur ce que vous faites. Anne-Catherine, que veut dire la volonté d'agir dans nos projets? En fait, la volonté d'agir, c'est est-ce que vous avez envie de vous impliquer dans vos projets? Est-ce que vous avez la liberté de vous impliquer dans vos projets? Est-ce que vous avez le droit de proposer des idées, des actions, des réflexions, des améliorations dans vos projets? Ou est-ce que c'est juste j'applique, j'appuie? Vraiment se dire, est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport à vous-même? Et est-ce que les projets vous intéressent ou pas, surtout? C'est ça. Alpha. Pour la deuxième colonne, et si on a des points à priorité égale? C'est ce que je disais. En fait, c'est justement, c'est se dire, tiens, par exemple, si entre mes équipes et mes clients, lesquels je mettrai en premier? Eh bien, je prends un temps et je me dis, tiens, en qui j'ai plus envie de valoriser? Est-ce que ce sont mes équipes ou mes clients? Et là, faire un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste faire un choix parce qu'on ne peut pas mettre tout sur un même pied d'égalité. Alors, Marianne, on priorise seulement les lignes que l'on n'a pas ou les 8 lignes. En fait, chacun va agir selon lui, mais on peut faire sur les 8 lignes pour savoir en fait si c'est déjà là. Est-ce que c'est vraiment remettre au cœur de son projet qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont mes clients? Est-ce que c'est les perspectives d'avenir? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est l'équilibre de vie? Pour pouvoir se dire oui, c'est vraiment ça que je veux mettre en premier et même je vais le renforcer et je vais voir ce que je peux mettre derrière. Et donc, c'est vraiment l'objectif, c'est prenez les 8 lignes d'un coup. Parce que sinon, vous allez peut-être mettre en premier quelque chose qui est le 4e ou le 5e choix que vous voudriez. Alors, Cynthia, mais alors on se base sur la situation, on parle au présent ou ce qu'on souhaiterait à l'avenir pour la colonne d'importance. Alors là, c'est la situation présente. Eh bien, parce que tu vois que la colonne numéro 4, on va aller travailler l'ordre de priorité dans le futur. Alors, Sarah Candy, quand on est à 8,8 et qu'on n'est pas satisfait de sa vie, on fait comment? Eh bien là, en fait, je te dirais que peut-être que il y a quelque chose en toi qui dit, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, mais en fait, ces cases-là, ce que je fais n'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est juste, j'ai répondu en fait aux demandes de tout le monde, mais moi, j'ai peut-être envie d'autre chose. Et c'est là où on se dit, tiens,
quel est le projet ou l'action que j'aurais envie de faire autrement, différemment. Et ça, en fait, je dirais d'aller voir en thérapie pour prendre le temps de la réflexion et de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est dire, voilà. Si on a les 8, mais qu'on n'est pas heureux, ça veut dire qu'en fait, on a répondu à toutes les demandes, mais qu'à l'intérieur de soi, il y a une autre demande. Alors Virginie dit, si on n'a que 3, on est bien en bore-out ou burn-out. Comment y voir plus clair pour prioriser? Eh bien, je te propose d'essayer ce soir et de recommencer demain et d'essayer, juste essayer. Alors, je vais couper le micro. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros pour ne pas déranger les autres? Voilà. Parfait. Donc, quand on a ça, le regard extérieur. Donc là, je vous propose qu'on remplisse le regard extérieur. Comment aller voir ces points-là? En fait, quel est le problème qui se pose à moi face à mes supérieurs? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Face à mes équipes, face à mes clients, face à mes amis ou à ma famille. Merci pour ton retour, Alpha. Moi, j'ai un total de 3 points et j'assiste à cette réunion en arrêt de travail de burn-out. Je confirme ce tableau. Merci à toi. Donc, en fait, là, ce que je vous propose, c'est que vous dites, tiens, quand je me pose la question de mes supérieurs, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas avec eux? Avec mes équipes, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'ils me parlent mal? Est-ce que ils ne savent pas qui je suis? Est-ce que je leur raconte jamais ce que je fais? Est-ce que ma famille ne s'intéresse pas à ce que je fais? Est-ce que ma famille a honte de ce que je fais? Est-ce que tout le monde me donne les tâches les plus ennuyeuses? Ou tout le monde me refile toujours le mauvais client? Voilà. Donc, je vous propose de poser sur ces 4 points, qu'est-ce qui se passe avec ces situations-là? Donc, Cynthia, merci pour ta question. J'ai du mal à réaliser la colonne 2. Quand tu vois tes supérieurs, quand tu penses à tes supérieurs, à ton manager, à ton directeur, est-ce que tu as un problème avec lui ou pas? Est-ce que tu as un problème avec tes équipes ou pas? Est-ce que tu as un problème avec tes clients ou pas? Est-ce que tu as un problème de dire ton travail à ta famille ou à tes amis ou pas? Est-ce que tu leur racontes ce que tu fais au travail? Et en fait, en psychologie, c'est hyper important d'avoir ça parce que c'est le regard soutenant du bon père ou de la bonne mère que l'on attend quand on est enfant et que l'on espère avoir quand on est en entreprise. Cynthia, je te propose de poser juste des chiffres. Qu'est-ce qui est le plus important de 1 à 8?
quand tu lis les 8 lignes et tu vois ce qui apparaît. Est-ce que vous avez des questions ou des résistances sur le problème qui se pose face aux personnes extérieures à votre vie, à votre travail? Et donc maintenant, le regard intérieur. En fait, le regard intérieur, c'est vous, comment vous regardez ce que vous faites. Vous voyez qu'avant, c'était le regard des gens sur vous. Maintenant, c'est vous qui regardez l'extérieur. Donc déjà, c'est est-ce que vous avez de l'intérêt pour ce que vous faites? Est-ce que vous aimez agir sur vos projets? Est-ce que vous trouvez cela intéressant ou pas? Est-ce que même s'il y a un effet répétition quotidien de faire toujours les mêmes tâches, vous trouvez ça toujours créatif, toujours amusant, toujours à se pousser dans les situations problématiques que vous aimez résoudre? Ça, c'est important de réaliser cela. Est-ce que vous avez un effet de nouveauté, même si c'est toujours le même projet, lancer une nouvelle marque, avoir un nouveau client, résoudre, remplir des papiers, c'est toujours la même chose, mais à chaque fois, c'est différent. Est-ce que vous avez cela? Est-ce que vous aimez agir? Est-ce que vous aimez proposer? Est-ce que vous aimez faire évoluer votre poste et votre action? Si vous n'aimez pas, ben notez-le. Pourquoi? Comment? Après, est-ce que vous voyez avec votre poste quelles sont les perspectives d'avenir, d'évolution dans votre vie? Est-ce que vous pouvez avoir, par exemple, le poste du manager? Ou est-ce que vous pouvez avoir le poste plus technique, plus spécialiste? Ou est-ce que vous pouvez devenir formateur de votre métier? Est-ce que vous pouvez devenir, ou est-ce que vous êtes très content de votre place et que justement, ça vous suffit là où vous êtes? Donc, les perspectives d'avenir, l'évolution, c'est est-ce que vous êtes bien à votre place ou est-ce que vous visez déjà la place d'à côté? Est-ce que aujourd'hui vous vous ennuyez? Euh, Est-ce que vous pourrez aussi ouvrir plus loin? Oui, Muriel, l'enregistrement sera sur ma chaîne YouTube. Troisième point, trouver l'équilibre et une qualité de vie professionnelle et personnelle. Par exemple, moi, j'avais une amie qui ne voulait pas changer de métier et d'entreprise parce qu'elle était à 2 stations de métro de chez elle. Comme ça, à 18h, quand elle quittait son entreprise, à 18h15, elle était chez elle. Et pour ça, eh bien, elle voulait rester à son poste. D'autres personnes veulent consacrer ou se libérer le mercredi après-midi ou négocier ça. Pour vous, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Et le salaire, l'argent. En fait, le salaire, l'argent, c'est est-ce que vous êtes assez pour vivre, pour payer? Vous voyez, quand les gilets jaunes sont dans la rue, c'est que justement, il manque parfois 10 voire 20% de ce dont ils ont besoin pour vivre à cause de l'augmentation du prix de l'essence et de toutes les matières premières. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez assez? Et si vous n'avez pas assez, combien il vous faut pour vivre ou pour vous sentir à l'aise dans ça? Est-ce que vous avez des questions ou des demandes là-dessus? Est-ce que vous avez des
problèmes sur chacun de ces 4 points ou est-ce que c'est plutôt bien? Montrez aussi les qualités que vous voyez. Ne voyez, on est français, et voyez aussi s'il y a des situations qui se passent bien. Des situations où en fait vous avez du positif. Il n'y a pas que du noir, il y a aussi du gris et il y a aussi du blanc. Merci pour vos retours à Auria et Olfad. Avançons. Le regard est... Maintenant qu'on a vu tout ça, on va sortir un petit peu, qui n'est pas dans le support, c'est le regard émotionnel. En fait, c'est une matrice où vous allez chercher votre émotion, votre valeur, les actions, votre mission dans la vie, votre but. Et ça, c'est un autre atelier que je vous propose, qui est sur YouTube, et c'est le questionnement par la Gestalt sur son projet pro et perso. C'est un autre atelier de 2 heures, où justement, vous prenez le temps d'aller voir, vous, quelles sont les émotions que vous voulez vivre dans votre vie, quelles sont les valeurs que vous voulez vivre dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie? Quelle est votre mission sur cette terre et jusqu'où vous voulez aller? Donc, je vous laisserai regarder cet atelier sur le questionnement par la Gestalt sur son projet pro et perso. Voilà. Donc, maintenant, allons voir les solutions pratiques. Alors, Olaf me dit, les notes qu'on va prendre, est-ce qu'on doit les laisser chez nous ou est-ce qu'on pourrait les analyser avec vous? Alors, Olaf, si tu veux qu'on travaille ensemble, eh bien, en tant que thérapeute, je prends 70 € la séance d'1 heure. Voilà. Là, pour l'instant, je vous propose cette démarche constructive sur laquelle vous pouvez travailler. Si vous voulez faire un travail de coaching ou de thérapie, c'est 70 € de l'heure. Voilà. Donc, quelles sont vos idées d'amélioration? Donc, vous voyez tous les problèmes que vous avez vus apparaître, eh bien, prenez l'inverse. Vos supérieurs ne savent pas ce que vous faites, eh bien, dites-leur. Vous savez que ceux qui progressent dans une entreprise, ils passent 30% de leur temps à aller dire aux autres ce qu'ils font. «Ah, mais tu sais, en ce moment, je travaille ça, je fais tel dossier». En fait, ce sont les personnes qui progressent le plus vite, ce sont ceux qui squattent la machine à café, parce qu'ils expliquent à tout le monde ce qu'ils font. En fait, c'est pour cela que prenez le temps d'organiser des réunions avec vos supérieurs et pour leur montrer ce que vous faites et vous leur montrez vos résultats. En fait, les supérieurs, ils sont comme vous, ils courent après le temps. Donc, il faut leur donner du travail pré-mâché où vous leur donnez vos résultats, ce que vous faites, vos réussites et vous passez 30% de votre temps. Et vraiment, en fait, vous voyez que
30% de son temps à se vendre, à communiquer qu'ils sont des bonnes personnes. Eh bien, ça, toute entreprise fait ça. Un tiers du temps, elles produisent, un tiers du temps, elles communiquent et un tiers du temps, elles vendent. Et donc, les personnes dans une entreprise, elles font du lobbying en fait pour se positionner. Donc, travaillez moins, communiquez plus sur vos réussites, vos chiffres et vos actions. Et criez haut et fort, j'ai réussi ça, j'ai fait ça. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher pour vous demander cela. Surtout les femmes. Je sais que ce n'est pas très 2021 de dire ça, mais les femmes, en fait, sont dans une posture de « j'attends qu'on me dise que je suis une bonne personne ». Non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'aller voir en disant « regardez, voilà ce que j'ai fait, voilà mes réussites, voilà mes chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà. Alors, Béatrice dit « Quelle est la différence entre un tiers de communication et un tiers se vendre ?» Par exemple, Béatrice, tu vois que un tiers de communication, c'est le temps que vous faites à mettre des communications sur les réseaux sociaux. Un tiers se vendre, c'est les réunions et c'est les moments où vous êtes en présence des autres pour pouvoir signer le bon de commande, signer le rendez-vous, aller dans les repas et être au contact des personnes. Un tiers, c'est dire bonjour, voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux, par les emails, par les emailing. Et un tiers du temps, c'est aller au contact des gens, les appeler et passer du temps avec eux. Bien sûr, parfois, communiquer, c'est vendre. Mais je dissocie ça juste. Oui, Clara qui me dit « Cette obligation de communiquer s'applique-t-elle aussi dans les institutions non lucratives, hôpital, association ?» Oui, puisque ce sont des groupes sociaux et les gens n'ont pas le temps. Et une association à but non lucratif est une entreprise, un hôpital est une entreprise. Et justement, plus c'est gros, plus il faut dire qu'on existe, plus il faut montrer qu'on a des capacités. En fait, c'est communiquer dans son département, dire voilà ses réussites. Alors, pour vos équipes, la meilleure manière, c'est de poser la question, voire même à vos supérieurs, vos équipes et vos clients, c'est poser cette question-là. Comment je peux vous servir? Et là, vous vous taisez, vous écoutez ce qu'ils attendent de vous et vous serez surpris de la réponse. Parce qu'en fait, vous vous dites, tiens, mon supérieur, il attend ça de moi, mon équipe, elle attend ça de moi. Eh bien, allez confirmer cela en posant cette simple question. Comment je peux vous servir? Moi, en tant que votre employé, moi, en tant que votre supérieur, comment je peux vous servir? Moi, en tant que votre client. Enfin, moi, face à votre client, comment je peux vous servir? Et vous serez étonné que parfois, ils ne s'attendent pas du tout aux actions que vous faites pour eux. Ils en veulent d'autres. Et c'est ça où ils mettent de la valeur. En fait, Cynthia Candy, je trouve cela très égocentrique. Il n'y a que moi que cela choque comme attitude. Ce n'est pas égocentrique. C'est en fait l'égocentrisme, c'est dire moi tout le temps et ne rien prendre. C'est dire voilà ce que je fais. J'ai confiance en ce que je fais. Je donne de la valeur en ce que je fais. Et en fait, la limite peut être une feuille de papier à cigarette. Mais c'est regardez, avec mon équipe, on est arrivé à tel résultat. Regardez, j'ai réussi à avoir tel objectif parce que j'ai fait ça et mon client est satisfait. Et ce n'est pas égocentrique, c'est communiquer qu'on est fier de ce qu'on a fait, on est heureux de dire que l'on a réussi, on est content de ces actions.
Eh bien, si cette question est restée sans réponse auprès de votre directeur, recommencez. Posez-lui d'une autre manière, d'une autre façon, à un autre moment. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour lui, mais peut-être que si vous lui reposez la question 15 jours plus tard, il sera intéressé. Alors, Cynthia, quand tu dis cela, je ne suis décidément pas comme tout le monde. Si, il y a des gens comme toi, et en fait, ça se travaille pour que donner de la valeur à ce que tu fais. Mais là, c'est un comme Olfa, c'est une question de relation à soi et relation aux autres. Voilà. Et de vos amis et de votre famille. Soyez fiers de ce que vous dites quand vous rentrez à la maison. Eh bien, moi, je suis très content de dire à ma famille, vous voyez, j'ai reçu un nouveau client au cabinet, c'est passionnant. Regardez, là, j'ai envie de lancer cette formation, c'est passionnant. Regardez, là, je suis en train de travailler sur cette application Serenity, c'est passionnant. Et j'en suis fier et je suis content. Et voyez ce que je fais, et voyez comment c'est intéressant, et voyez ce que j'ai appris. Et en fait, je suis fier de dire ça, je suis heureux de dire ça. Et eux, ils sont fiers et intéressés par ce que je fais, parce que c'est vraiment valorisant. Et en même temps, eux, ça les interroge sur comment eux, ils vont, qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux dans leur vie, et ils me demandent des conseils. Et en fait, c'est parce que je dis que je suis fier que les gens viennent vers moi. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est dire avec confiance, avec sécurité, voilà, je suis heureux de ce que je fais et je vous le dis, je vous le montre. C'est la méthode un peu couée, mais que les autres aient aussi sentent que vous êtes heureux de le dire, sentent que vous êtes confiant de le dire. C'est vraiment une question de ressenti et c'est pas égocentrique de dire ce soir, je fais un atelier sur les 8 leviers du bonheur. Vous vous rendez compte, en un an, je suis passé de 15 personnes à 135 personnes qui s'inscrivent. Je suis heureux de faire ça. J'ai fait des efforts. Tous les mois, je propose un atelier. Tous les mois, toutes les semaines, je fais une communication pour que les gens s'inscrivent. Je n'ai pas honte de ça. Ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est dire, ouais, moi, je suis fier de mon travail. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier d'apporter ça aux autres et je suis fier que ma communauté s'agrandisse. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir l'intérêt, la volonté d'agir dans les projets. La question est, justement, si on n'est pas fier de ces projets, quels seraient les projets dont on serait fier, dont on serait heureux de travailler dessus, dont on serait content d'apporter cela? Et où est-ce qu'ils sont, ces projets? Donc, soit augmenter la technicité en faisant des formations, soit changer de métier en faisant une formation, soit aller voir des autres départements pour voir si vous ne pourriez pas aller trouver des nouveaux projets. Donc, soit vous restez au même poste et vous creusez la technicité et vous trouvez de l'intérêt par de la curiosité et des formations. Soit vous dites, tiens, le sujet m'intéresse, mais je voudrais l'aborder, par exemple, sur le côté communication, marketing, commercial, relationnel, projet, gestion. Eh bien, vous allez faire des formations où vous allez trouver le poste dans l'entreprise en allant interroger le département qui vous plaît pour aller leur demander s'il n'y aurait pas une place à prendre d'ici 1 mois, 2 mois, 10 mois. Alors, peut-on le communiquer en point d'équipe si le manager a un planning chargé? Le mieux, c'est de commencer par le manager, puis après d'aller voir en point d'équipe. D'abord, valider la direction pour ne pas mettre le manager en porte-à-faux dans un point d'équipe. C'est commencer par la tête et diffuser au groupe. Sinon, il va se retrouver en porte-à-faux, il va se dire « Ouh là là, elle me met la pression du regard du groupe » et ça risque de me mettre en situation.
Et on peut très bien demander au manager, tiens, tu n'aurais pas 5 minutes, j'aimerais te dire quelque chose. Et si il y a un point d'équipe, eh bien, demander au manager de pouvoir positionner ce sujet-là dans le point d'équipe. Mais il faut préparer le manager à cette situation. Ça s'appelle en thérapie du pré-contact. Et donc, enfin, en psychologie du pré-contact. Donc, prévenez votre manager, soit par un mail, soit par un coup de téléphone. Tiens, j'aimerais parler de ça. Est-ce que tu aurais du temps? Ou est-ce que j'aimerais parler de ça, soit en réunion d'équipe, soit en tête-à-tête? Est-ce que on pourrait voir cela ensemble? Comme ça, lui, il a la balle dans son camp, il ne subit pas, il a le temps de réflexion. Donc, formez-vous, soit pour approfondir, soit pour pouvoir changer de département, soit aller directement dans un autre département pour négocier votre transfert. Et on tombe naturellement sur les perspectives d'avenir, l'évolution dans votre vie. Si votre métier, vous êtes bloqué, mais tout d'un coup, vous réalisez que vous avez envie de faire un autre métier, eh bien, offrez-vous une formation le week-end ou demandez à l'entreprise de vous payer une formation pour voir ce que vous pourriez faire. Et c'est là où la reconnaissance des supérieurs est très importante pour marteler régulièrement votre projet. Vous savez, en publicité, on dit que pour qu'une publicité rentre dans les neurones des clients, il faut la répéter entre 8 et 15 fois. Si vous avez des enfants, vous savez que vous devez répéter en permanence de se brosser les dents, de s'habiller, de se doucher. Eh bien, c'est la même chose. Pour que les gens mémorisent que vous avez envie de faire ça, il faut le répéter souvent, 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 souvent. Et donc, perspective d'avenir, évolution, vous voyez que tout est un peu lié, mais chacun propose une facette spécifique. Trouver l'équilibre et une qualité de vie professionnelle et personnelle. Donc là, c'est se dire, tiens, combien de temps je passe? Si vous voulez, il y a un atelier qui s'appelle les 5 sujets de la vie. Je vous propose d'aller le faire. C'est un autre atelier qui vous permet en fait de prendre conscience des espaces que vous consacrez aux 5 sujets de la vie. C'est un atelier de 2 heures et vous pourrez étudier quel temps vous mettez pour votre travail, pour la famille, les amis, la logistique et vos passions. Allez le voir et à partir de là, vous ferez des actions constructrices. Est-ce que vous demandez le mercredi après-midi pour pouvoir profiter de vos enfants? Est-ce que mais en même temps, vous êtes prêt à accepter une baisse de combien de salaire? Ou par exemple, si vous avez beaucoup de clients, augmentez vos prix pour que justement vous ayez que les meilleurs clients et vous libérez des clients qui sont ennuyeux et les clients ennuyeux, mauvais payeurs, ne sont pas intéressants. Donc, si vous augmentez les clients, le prix des clients, vous aurez de meilleurs clients, meilleurs payeurs qui, eux, auront une vraie volonté de travailler avec vous. Et cet argent vous permettra de profiter plus de temps avec votre famille. Voilà, c'est vraiment un truc à trouver. Ou par exemple, en ce moment, c'est le télétravail. Vous voyez, comment négocier le télétravail et arriver avec un vrai projet. Le manager, il n'a pas le temps. Donc, préparez votre projet, votre vision. Soyez-en sécure et confiant. Le salaire et l'argent. Donc, le salaire et l'argent, eh bien, si vous avez bien communiqué, vous pourrez négocier lors de l'entretien annuel une augmentation. Le salaire et l'argent, moi, ce que je vous conseille, c'est que par rapport à votre salaire, ayez une vision de plus 20%. Parce que comme vous négociez un peu plus cher, eh bien, ça va vous motiver à être impliqué dans votre travail. Mais le salaire et l'argent n'est qu'un des 8 points, voyez, qui est correspondant à ça. Donc, vous voyez,
comment négocier. Il y a des formations pour négocier son salaire et surtout, si vous apportez la preuve que vous avez réussi votre challenge, eh bien là, la personne, normalement, elle doit vous augmenter. Si elle ne vous augmente pas, elle vous dit clairement, va chercher ailleurs un meilleur salaire. Elle vous ouvre la porte en disant, regarde, je suis doué dans mon travail, j'ai les chiffres, j'ai les preuves, eh bien ces chiffres, ces preuves, je peux mettre dans ma lettre de motivation, dans mon CV pour aller trouver un autre travail. Donc si tu ne m'augmentes pas, moi, je pars. Il y a une autre entreprise qui va m'accueillir, qui va me payer pour ce que je apporte. Bien sûr, c'est un des 8 points, donc regardez si vous avez d'autres points là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, voire vous avez des questions, des idées à proposer aux autres sur les 8 points? Je vous laisse les écrire dans la partie conversée. Est-ce qu'il y a un point que vous voudriez que je répète? Une idée, une astuce que vous pouvez... Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous dites, tiens, quel est le premier que je vais mettre en œuvre? Le second, le troisième, le quatrième. Et vous dites, tiens, je vais commencer par ce point-là, et puis ce point-là. Alors, Muriel, je vois mal comment augmenter la reconnaissance de mes supérieurs en allant leur dire ce que tu fais. Après, peut-être que tu as déjà la reconnaissance de tes supérieurs et c'est très bien. Et que quand tu écoutes mes conseils, qui ne sont que des conseils, hein, ils ne sont pas parfaits, eh bien, tu te dis, bah, je le fais déjà. Donc, je l'ai déjà. Eh bien, regarde si tu n'as pas d'autres points que tu voudrais améliorer. Et sinon, c'est vous voyez, là, spontanément, je pense à un tableau des commerciaux qui écrivent les chiffres tous les mois de ce qu'ils font. Eh bien, peut-être que ça serait intéressant de le positionner. C'est un tableau informant que les gens voient sur le tableau ce que vous faites. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quels sont les indicateurs qui seraient intéressants, ou justement d'aller leur poser la question, mais qu'est-ce qui vous intéresserait que je vous apporte? Plutôt que de se dire, bah, je n'ai pas la réponse, bah, allez chercher la réponse chez vos supérieurs. Vous serez peut-être surpris par la réponse qu'ils vous donneront.
Maintenant que vous avez posé toutes vos idées, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc, les colonnes 4, quelle est la première que vous allez faire, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième? Posez un chiffre. Même si vous avez envie de faire deux choses en même temps, posez un premier, puis un second. Et puis dites-vous, tiens, pour faire ce premier, de quoi j'aurais besoin, de qui, de où, de comment? Et vraiment, mettez quelle est la première action, la première petite réussite que vous pourriez faire. En communication non violente, on appelle ça le PPPPP. C'est le plus petit pas possible que vous pourriez faire. Par exemple, ma qualité de vie, dans mon bureau, je vais acheter une plante et la mettre dans mon bureau. Je vais changer de poster, je vais aller dire tel chiffre à la pause équipe la prochaine fois. Est-ce que vous allez, là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Et mettez une alerte dans votre téléphone portable. Mettez-vous un rappel, un rendez-vous avec vous-même pour que vous fassiez cette action. Qu'elle ne soit pas en l'air, ah oui, je vais m'acheter une plante. Non, j'ai décidé que ce week-end, j'irai à Truffaut acheter une plante pour rendre joli mon bureau. Par exemple. Et surtout, qui pourrait vous aider? Quels seraient vos soutiens? Engagez-vous auprès de quelqu'un, il sera votre garde-fou et le mieux, c'est de travailler en équipe avec une personne qui a le même problème que vous. Par exemple, là, les personnes qui sont là, ça serait intéressant que vous mettiez en groupe par la suite pour que vous organisiez un WhatsApp et que vous vous challengez mutuellement sur tiens, qui a fait quoi, ou vous posiez vos questions pour que les autres puissent vous faire des retours. Donc, trouvez-vous un ami qui a le même problème que vous et que vous avez envie et demandez-lui s'il a envie de se motiver comme vous. Et s'il n'est pas motivé, trouvez-en un autre. Sinon, trouvez celui-là. Trouvez-vous un coach ou un thérapeute si vous bloquez. Ou un mentor. Un mentor, ça peut être un manager, un directeur en interne ou une personne qui a plus d'expérience que vous, qui pourrait vous montrer la marche à suivre, qui pourrait vous expliquer ce qu'il fait. Et un modèle. Dites-vous, tiens, moi, j'ai envie de copier telle personne, telle personne, telle personne. Par exemple, moi, je regarde comment font des formateurs et je les prends comme modèle. Je prends d'autres personnes qui ont réussi dans leur travail et je les prends comme modèle et j'applique à ma manière ce qu'ils font eux-mêmes dans leur vie professionnelle. Donc, posez des noms, des mots, des personnes qui pourraient vous soutenir. Et vous voyez qu'on a travaillé les 8 aspects du regard sur soi, intérieur, extérieur. Et bien là, on va prendre cette fois-ci des regards extérieurs, mais soutenants, qui sont là pour que ces 8 regards s'améliorent. Et vous voyez que vous n'êtes pas seul. Vous avez sans doute d'autres personnes qui ont envie de faire la même chose que vous. Eh bien,
Muriel dit, mes amis souffrent en général du même problème que moi, on ne sait pas se vendre. Eh bien, justement, Muriel, appelle tous tes amis qui ne savent pas se vendre et tu dis, bah, tiens, je vais nous trouver un coach commercial et on va tous mettre, allez, 100 ou 200 euros et je vais aller négocier avec un coach qui va nous apprendre à nous vendre et qui va nous apprendre à nous challenger, qui va nous apprendre à nous positionner et à augmenter notre valeur et notre confiance en nous. Donc, tu vois que tu n'es pas seul et si tes amis mettent un peu d'argent, eh bien, il y a un coach qui aura envie de vous aider tous ensemble. Ou sinon, toi, tu peux acheter un bouquin pour savoir se vendre ou tu peux faire un atelier et puis tu deviens le chef de ce groupe et en fait, vous vous auto-stimulez pour apprendre à vous vendre, à appliquer les exercices mutuellement, à créer les argumentaires mutuellement, à vous améliorer mutuellement, à vous challenger mutuellement, à vous donner des objectifs, chacun les vôtres, pour que petit à petit, vous vous organisez. Vous voyez, Muriel, moi, j'ai organisé, chaque année, j'organise un groupe de travail. C'est-à-dire que je dis aux gens qui habitent sur la page du 9e, parce que j'habite dans le 9e, voilà, j'aurais envie d'organiser un groupe de travail. Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous avez un projet d'entreprise? Eh bien, je vous propose qu'on se rassemble ensemble et on est 6 et que on se voit tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, pendant 3 heures, il y en a qui présentent leur situation et les autres leur font des retours. Eh bien, ça nous motive, ça nous organise, ça nous soutient. Donc, il y a beaucoup de solutions, comme tu peux voir, Muriel. Et tu peux être la solution pour tes amis aussi. Allez chercher la solution à l'extérieur ou ensemble vous en motiver. Et après, offrez-vous un objet symbolique que vous pourrez toujours porter sur vous. Par exemple, moi, j'ai sur mes clés un petit Bouddha et j'ai un astronaute parce que moi, je considère que mon objectif, c'est d'être aligné avec moi-même et je travaille ça. Et je suis aussi un astronaute parce que je traverse l'univers et j'essaie de créer mon projet, de structurer ma fusée pour qu'à un moment, j'arrive là où je veux arriver. Et donc, j'ai ça. Avant, j'avais une coque sur mon iPhone avec la marque de mon entreprise. Et à chaque fois que j'ouvre et je ferme la porte de chez moi, eh bien, j'ai ça, je peux toucher et je peux les voir et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai ces deux projets-là. Un alignement émotionnel avec moi-même et un alignement professionnel avec mon projet. Achetez-vous un stickers, achetez-vous une coque, faites-vous une coque avec un slogan ou trouvez une coque d'iPhone avec le slogan qui vous motive. Et après, positionner des bonnes habitudes. Donc là, il y a la formation Les 5 sujets de la vie, qui est pas mal. Et surtout, en fait, posez-vous 1 ou 2 sessions de sport, 1 ou 2 moments avec des amis, 1 ou 2 activités créatives. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre planning? Où est-ce que vous avez des espaces de liberté où vous pourriez positionner vos habitudes? Et puis, tiens, le lundi au point équipe, me rappeler, me mettre une alerte sur mon iPhone ou sur mon Samsung pour que je n'oublie pas de rappeler qu'est-ce que j'ai réussi la semaine dernière ou le mois dernier. Tiens, tous les mois, tous les trimestres, demander un point avec son manager pour lui montrer ce que j'ai fait. Vous voyez? Et ça, si vous le mettez en rappel dans votre iPhone, à un moment ou un autre, ça va devenir une habitude. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, je vais faire ça. Et quand on a essayé, mais qu'on bloque,
qu'est-ce qui bloque? En fait, c'est l'émotion. Et donc, pour ceux qui n'y arrivent pas, en fait, c'est la thérapie pour qu'on aille voir quelle est l'émotion qui bloque et quelle était la première situation qui a fait que ça a bloqué et que la personne n'arrive pas à se libérer de cette résistance, de ce blocage. Et c'est pour cela que les gens viennent me voir. Ils viennent en disant, tiens, euh, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à bloquer, je n'arrive pas à dire non, je n'arrive pas à dire oui. Eh bien, ils viennent me voir pour qu'on aille comprendre ce qui se passe et pourquoi ça vient. Donc, allez-y, la thérapie, ça sert à ça. Venez me voir si vous appréciez ma posture, mon discours, ma manière de faire, si vous vous sentez en confiance avec moi. Sinon, il y a d'autres thérapeutes qui sont en France et je peux vous les trouver si vous m'envoyez un mail, soit pour moi, soit avec une autre personne. Donc ça, en fait, l'image, c'est le cycle de Zinker, Z-I-N-C-K-E-R. Et donc, en fait, entrer en thérapie, c'est ni plus ni moins qu'une écoute réparatrice avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer pour pouvoir se réapproprier sa vie et agir selon son envie, sa volonté. Et ce sont des petites actions récurrentes, c'est pour ça qu'on vient régulièrement en thérapie, parce que c'est un déconditionnement et un reconditionnement. Merci pour votre intérêt. Les prochains ateliers sont déjà sur Meetup ou sinon vous avez sur ma chaîne YouTube les anciens ateliers que vous pouvez travailler seul ou en groupe avec vos amis pour pouvoir progresser. Il est difficile seul, il est mieux d'avoir des amis, il est encore mieux d'avoir un thérapeute, mais la seule question c'est comment je peux changer? Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir mon changement? Donc, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réflexion. Je me tiens à votre disposition pour échanger en tant que thérapeute ou en tant que coach.